Christine Bouillot. Et on est ensemble jusqu'à midi, ravis de vous retrouver pour encore une matinée de débat juste avant le passage à la nouvelle année. Et je suis ravie de les retrouver, nos débatteurs du jour. Geneviève Götzinger, bonjour Geneviève. Bonjour Christine. Bonjour à vous, présidente de l'agence Image spécialisée dans le conseil en stratégie de communication et relations institutionnelles. Franck Marguin, bonjour. Bonjour. Merci vous allez beaucoup bien de nous avoir invités. Bien, non, avec grand plaisir. Conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France et Jérôme Ripoul qui est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Christine. Directeur associé de l'agence Comme Influence spécialisée dans le conseil en communication et stratégie d'influence. Également coprésident d'Opinion Vallée. Alors, on aurait pu penser que la trêve des confiseurs allait nous offrir des semaines pour pouvoir parler de sujets, de sortir un peu d'une actualité brûlante, mais Omicron ou Omicron, je ne sais plus très bien comment il faut dire, oblige, eh bien, on va s'intéresser encore aux annonces qui ont été faites hier avec un Olivier Véran très martial devant la commission des lois à l'Assemblée nationale qui s'en prend aux non-vaccinés. Va-t-il réussir à les convaincre? On parlera aussi des mesures qui s'empilent là depuis 24 heures pour essayer d'endiguer cette 5e ou 6e vague. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à compter, à savoir exactement où on en était. Le télétravail qui devient donc obligatoire avec des sanctions lourdes pour les chefs d'entreprise qui ne les respecterait pas, jusqu'à 1 000 € par salarié. Le retour aussi du masque en extérieur. Désolé pour ceux qui veulent réveillonner dehors dans les rues de Paris, mais à partir de demain, le port du masque sera obligatoire. Est-ce que tout ça est bien utile? Est-ce qu'on va y arriver? On s'intéressera aussi dans ce climat un petit peu compliqué. Il n'y a pas de trêve de confiseurs avec des élus qui sont pris pour cible, qui subissent des violences. Est-ce qu'on va réussir à pacifier la campagne électorale? Jusqu'où cela peut-il aller? Est-ce que vous êtes inquiet? On en parlera également avec vous, 0826 300 300. Un chiffre ce matin, c'est Paris qui continue, selon l'INSEE, à perdre inexorablement des habitants. On est descendu encore de 11 000 habitants de moins sur la capitale. C'est 65 000 habitants de moins sur 6 ans. Bonne ou mauvaise nouvelle? Voilà, vous n'êtes pas forcément tous parisiens, ceux qui nous écoutez, mais ça intéresse tout le monde de savoir un peu ce mouvement de balancier, ce retour à la campagne. Pour quelles raisons? Ça, on va s'y intéresser. Et puis enfin, on a tous le nez dehors avec ces vacances scolaires. Il fait entre 15 et 20 degrés un 30 décembre, voire plus, 22 degrés. Me dit mon petit doigt du côté de Perpignan où c'est quasiment l'été. Alors c'est tant mieux pour ça. Vous confirmez. Je confirme. Tant mieux pour les vacanciers. Alors vous êtes en chemise, en bras de chemise, mon cher Jérôme. Mais finalement, j'ai l'impression quand même tout le monde regarde ailleurs. Voilà. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Et est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter? Est-ce qu'on a déjà connu des situations semblables? Voilà, ça peut permettre d'ouvrir le débat. Les coups de cœur, les coups de gueule. Geneviève, on s'intéresse à vous êtes en tous les cas en colère contre une nouvelle normalisation, une nouvelle norme qui intervient en ce qui concerne les pubs automobiles. Oui, absolument. Alors déjà, depuis 1988, la pub automobile interdit toute allusion à la vitesse, ce qui est quand même assez baroque, parce que même si la vitesse est limitée, c'est une excellente chose, mais malgré tout, la capacité de vitesse d'une automobile, c'est aussi la capacité de reprise, c'est aussi le plaisir de conduire. Bref, c'est interdit depuis 1988. Ok. À partir du 1er mars, nouvelle norme concernant la publicité automobile. Désormais, la publicité pour les voitures doit faire la promotion de la marche, du vélo, des transports en commun. Alors là, on est en pleine aberration. Désormais, toute publicité automobile devra comporter l'un des messages suivants. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo, ou bien pensez à covoiturer, ou bien au quotidien, prenez les transports en commun. C'est une nouvelle manière de stigmatiser les conducteurs, la voiture. On peut aimer conduire, on a encore le droit d'aimer conduire. Moi, j'aime conduire, j'aime l'automobile, je conduis au quotidien, enfin, dès que je peux, voilà. Et je trouve ça stigmatisant et infantilisant. Qu'on aille de plus en plus vers des voitures propres, ok, mais quand il s'agit de valoriser la voiture, c'est la voiture qu'on valorise. C'est pas le vélo, c'est pas les transports en commun, c'est pas le covoiturage, c'est le plaisir de conduire qui reste encore pour un certain nombre d'entre nous une réalité. Et en dehors du plaisir, ça peut être aussi une nécessité pour un certain nombre d'entre nous.
chère Geneviève, vous touchez là un problème qui est un problème de société. Moi, je pense qu'on est en train de vivre tous, c'est-à-dire l'interdiction des plaisirs. Sous prétexte, et on en parlera tout à l'heure, du réchauffement climatique, on n'a pas le droit, ou on nous recommande très fortement de ne pas manger de foie gras, par exemple, parce que c'est les élevages, de ne pas manger de viande, parce que c'est le carbone, de ne pas faire d'automobile, parce que c'est le carbone, et je vous passe bien évidemment tous les problèmes de santé et de vaccins, c'est-à-dire que, en fait, pour notre bien commun, en fait, l'ensemble des plaisirs, et ça me rappelle un peu ces périodes de Moyen-Âge avec l'Inquisition ou l'époque de Savonarola, où les gens qui veulent notre bien, en fait, nous empêchent de vivre. Et c'est ce que l'on voit. Le problème, c'est que tous ces gens sont élus démocratiquement et ça donne une inquiétude. Moi, ça me donne une inquiétude sur le reflet de notre société. Mais je voudrais juste, je suis d'accord. Je voudrais m'adresser à vous qui êtes des communicants. Comment peut-on être sûr que d'avoir ce genre de message sur une publicité sur un véhicule va nous pousser à la marche à pied, par exemple? C'est ce qui existe déjà. C'est ce qui existe déjà. Ce que décrit Geneviève en matière d'automobile, c'est ce qui existe déjà dans la publicité pour les boissons alcoolisées, mais également aussi pour tout ce qui est les produits alimentaires. C'est-à-dire en clair, on vous dit voilà donc par jour, voilà y compris pour les produits qui seraient pas dans le alimentairement sain, donc sur lesquels on précise qu'il faut consommer, faire de l'activité, enfin autre chose, consommer, faire des activités, etc. Donc en clair, ce mouvement, il est généralisé. Moi, je crois qu'il y a une forme d'hypocrisie qui en fait tourne autour de la définition de liberté. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et qu'est-ce qu'on peut collectivement avoir comme message dans la publicité? En clair, d'une certaine manière, là où je trouve qu'il y a une hypocrisie, c'est il faudrait être assez clair et dire soit on considère que la vente de voitures à moteur thermique devrait être interdite, enfin ou devrait cesser, et à ce moment-là on arrête la publicité et on ne fait que des voitures en prouvant d'ailleurs que ces voitures électriques seraient peut-être écologiquement moins impactantes que des voitures thermiques. Mais ça c'est un autre problème. Donc en clair, la question c'est la définition de la liberté qu'on offre et dans la liberté de ces restrictions qu'on fait. Avoir ces messages contradictoires, comme vous le disiez Christine, c'est mettre le consommateur dans une injonction contradictoire. Ça, en clair, on lui dit achetez, mais attention. Donc le consommateur ne peut pas s'y retrouver, je pense. C'est-à-dire que pardon, Geneviève, allez-y. On peut pas lui dire de ne pas acheter concernant. Enfin, si on voit ce que l'automobile représente en termes économiques pour notre pays, donc on va pas lui dire de ne pas acheter. Mais en même temps, on le culpabilise d'acheter. C'est là où il y a une hypocrisie. Absolument. On est dans l'infantilisation. Mais est-ce que l'hypocrisie n'est pas permanente? Est-ce que l'hypocrisie n'est pas de dire, par exemple, voilà, vous achetez une voiture, mais il serait préférable de marcher, de faire du covoiturage, de prendre le train ou de prendre les transports en commun. Parfois, enfin, l'utilisateur des transports en commun, dans les grandes villes, dans les villes de province, on voit très bien la difficulté de pouvoir utiliser des transports en commun. Enfin, je veux dire, les gens qui habitent à la campagne, sans voiture, ça ne fonctionne pas. Enfin, donc, puis, si vous voulez, je trouve, enfin, est-ce qu'il n'y a pas on se trompe pas finalement d'objectif en faisant ce genre de message? Franck. Et moi, je pense qu'on a un problème aussi, c'est que les gens qui assurent aujourd'hui le vélo, par exemple, l'entreprise Vélib à Paris, ou les transports en commun, pourquoi le gouvernement leur demande pas de faire leur propre publicité? Ce que je n'arrive pas à comprendre, et c'est dans ces sociétés où la liberté est en train de disparaître petit à petit, le privé fait ses publicités pour ses voitures, et le public, ou le semi-public, ou le parapublic, ou le partenariat public-privé, quelle que soit la forme juridique, fait sa publicité pour le bien-être et pour la mobilité. Donc c'est là où je suis choqué, si vous voulez, mais profondément choqué. C'est petit à petit, on nous enlève les libertés. C'est-à-dire que petit à petit, on oblige les gens à faire des choses qui sont soi-disant pour le bien public. Je pense que c'est vrai, c'est bien de marcher. Moi, je suis cycliste à Paris. De toute façon, on peut plus circuler, donc il n'y a pas de problème. Mais on est bien obligé. Mais la réalité, si vous voulez, c'est cette obligation qui est gênante. Et je parlerai d'ailleurs dans mon coup de gueule de ces pouvoirs, si vous voulez, qui deviennent de plus en plus oppressants et qui restreignent de plus en plus de liberté. Et j'avoue être inquiet.
Allez, on continue. On y reviendra sur ce changement effectivement en matière de publicité automobile, parce que ça concerne, Geneviève, on est bien d'accord, toutes les publicités en radio, en télévision, en presse écrite. Donc on va entendre effectivement ces messages. On verra comment si ça a un impact. D'autant plus qu'en ce moment, on voit aussi le secteur automobile qui souffre, que ce soit les chaînes de fabrication ou les concessionnaires automobiles qui aujourd'hui ont du mal à vendre des véhicules et avoir des débouchés. Franck, justement, vous vouliez vous aussi faire un coup de gueule ce matin. Oui, justement. Alors, je serais un peu plus éloigné des préoccupations quotidiennes des Français, mais je trouve ce qui est important, ce qui est arrivé le 25 décembre, en fait, c'est le ministère de l'Intérieur en Inde qui a interdit, en fait, la congrégation religieuse de la Charité. Donc, je vous rappelle, les Sœurs de la Charité, c'est Mère Teresa, de recevoir des subventions de l'étranger. Alors, ça a été, en fait, une bombe, parce que je donne quelques chiffres pour vous situer l'ampleur du problème. Les missionnaires de la Charité, c'est 660 millions de dons de personnes au travers du monde, que ce soit des dons privés ou des dons institutionnels. Il faut savoir que c'est plus de 300 000 personnes qui sont accompagnées par les missionnaires de la Charité pour, vous le savez, un des thèmes particuliers de cette congrégation, c'est aider à mourir dans la dignité. C'est d'apporter les soins dans les derniers moments de la vie. Et puis, avec le temps, elle a développé d'abord de nombreuses congrégations partout dans les mondes les plus pauvres. Et c'est une organisation qui est relativement dynamique, puisqu'elle recrute énormément de laïcs, énormément de religieux, de ce qu'on appelle de clercs, et qui ont une vraie dimension de générosité, de service, de bienveillance auprès des peuples. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que ce gouvernement, le gouvernement de Modi, est en train de, si vous voulez, évacuer toutes les ONG et d'avoir une reprise en main, si vous voulez, de toute l'action que peuvent avoir des, entre guillemets, institutions étrangères sur le territoire indien. Et c'est grave parce qu'on voit la même chose avec les Chinois à Hong Kong. On voit bien sûr la même chose, vous l'avez vu avec Poutine et la Biélorussie. On voit la même chose en Inde. Et cette réflexion, si vous voulez, s'écarte. Et c'est un peu pour ça que je voulais la livrer, pour ça que j'étais inquiet, parce que je trouve que la démocratie est vraiment très très fragile. Et autour de nous, vous avez, donc si vous faites 1,5 milliard de Chinois, 1,5 milliard d'Indiens, 200 millions et quelques de Russes, et vous avez plus de la moitié de la planète qui aujourd'hui se fait, renier ses droits fondamentaux. Cadenassé, et surtout, on l'a vu encore avec le mémorial, si vous voulez, des pertes staliniennes, qui vient donc d'être abrogé par la Cour suprême. Donc, on a un courant, on a un vent, si vous voulez, extrêmement sévère, de privation de liberté, de privation, si vous voulez, de ce monde où le monde peut prendre soin dès l'instant où, si vous voulez, il y a des pays plus pauvres ou des pays plus riches, et c'est une régression, à mon sens. Et quelles sont les justifications de cette mesure? Est-ce qu'elle est restrictive? Oui. Jérôme, on va faire la pause de 11h et on revient sur ces questions, justement, c'est intéressant, absolument, mais on va continuer juste après l'info de 11h. On est obligé de s'arrêter là un court instant. On se retrouve avec vous, Geneviève Götzinger, Franck Marguin et Jérôme Ripoul. On débat ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio et on reviendra sur cette question des fonds alloués par l'étranger aux sœurs missionnaires de la Charité. À tout de suite. Et avec vous également, vous nous appelez si vous le souhaitez au 0826 300 300 et également les réseaux sociaux. Vous le savez, pour réagir à tous nos sujets, des débats, on va s'intéresser à Olivier Véran hier sur un ton martial qui s'en est pris aux non-vaccinés. Vous n'échapperez pas cette fois, vous ne passerez pas à travers les mailles du filet, a dit le ministre de la Santé. Est-ce que c'est bien nécessaire? On parlera aussi de la violence en politique, en tous les cas des élus qui sont cibles de violence, jusqu'où ça peut aller. Et puis Paris qui perd encore des habitants, c'est l'heure du recensement. On voit tomber les chiffres et depuis 6 ans, Paris inexorablement perd des habitants. Et enfin, on essaiera de s'intéresser, en tous les cas, on parlera de cette douceur exceptionnelle que nous vivons tous pour un 30 décembre et ça va continuer pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Pour l'instant, on continue nos coups de cœur et nos coups de gueule. Franck Marguin qui est avec nous, avec Geneviève Götzinger, vous étiez en train de nous parler dans votre coup de gueule de cette interdiction de la part du gouvernement indien de pouvoir donner des subventions aux sœurs missionnaires de la Charité. C'est une fondation de Mère Teresa. Et Jérôme posait la
la question pour quelles raisons le gouvernement indien interdisait, on va dire, l'intervention étrangère sur les financements de cette ONG. Est-ce que c'est ciblé? Est-ce que c'est ciblé juste sur cette congrégation ou est-ce Alors, c'est ciblé sur cette congrégation, mais dans la politique du gouvernement indien, du nouveau gouvernement Modi, toutes les ONG sont ciblées, puisque vous avez pu voir que des ONG comme WWF avaient quitté l'Inde déjà. En fait, le problème de l'Inde, qui au demeurant est un grand pays, une grande civilisation. Il ne s'agit pas ici de faire une quelconque racisme, mais le problème de l'Inde actuelle, c'est, si vous voulez, c'est le retour de cette forme, si vous voulez, de pouvoir central qui gère absolument toutes les libertés humaines. Et il prétexte qu'il y a danger pour la sûreté intérieure avec l'organisation de la charité Mère Teresa. Donc, vous voyez, on est dans des justifications qui sont absolument farfelues. L'idée sous-jacente derrière, c'est qu'effectivement, les sœurs de la charité, dans leur œuvre de bienfaisance, recrutent beaucoup et convertissent forcément un certain nombre d'Indiens au catholicisme. Enfin, je rappelle que dans un pays d'1,5 milliard d'Indiens, vous avez moins de 2% de catholiques. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. Si vous voulez. On est là dans une restriction de liberté et peu de journaux ont parlé de ça. La Croix l'a repris, quelques radios l'ont repris. Et je pense que c'était important sur votre radio d'amener ce débat qui est un débat fondamental, moi je pense, sur la protection des libertés. Parce que les ONG devraient quand même être, surtout les ONG bienveillantes, enfin, celles qui font un vrai travail auprès des plus pauvres. Il ne s'agit pas là d'une ONG politique. Hein. Je peux comprendre sur les ONG politiques, on est... Et là, c'est vraiment au service des plus pauvres. Et je sais qu'en Inde, les plus pauvres, c'est une réalité, hein, puisqu'il y a quand même plus de 200 millions de gens qui ne sont pas nourris selon les standards internationaux. Donc, on a là une vraie régression. Allez, on continue. Merci beaucoup pour cette précision, Franck. Jérôme, je vous passe la main pour un coup une pensée particulière. Une pensée, voilà. Hier, on parlait des déclarations qu'a fait le ministre de la Santé, Olivier Véran, notamment à l'Assemblée nationale en commission pour l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal. Et à cette occasion-là, il a expliqué qu'il y avait 10%, hier, il y avait 10% des Français qui étaient cas contact. C'est colossal. C'est-à-dire qu'il y a plus de 6 millions de personnes. 6 millions de personnes. Je crois que c'est même un chiffre qui est en dessous de la réalité, parce que tous les cas contacts ne sont pas, compte tenu de l'ampleur du phénomène, tous répertoriés non plus. Hein. Exactement. Donc là, je ne parlais que des personnes qui étaient répertoriées par l'assurance maladie, Amélie, et qui ont été appelées qui devaient l'être, parce que vu le raz-de-marée, comme l'indique le ministre, de contamination, c'est difficile pour l'assurance maladie de respecter ces protocoles et d'appeler toutes les personnes. Donc il y a 7 millions de personnes qui potentiellement peuvent passer le réveillon du Nouvel An seul, et donc ça m'a amené bien entendu à penser à toutes ces personnes qui allaient effectivement passer un moment important, un cap important, isolé, et à s'interroger effectivement sur la pertinence aujourd'hui des mesures et des protocoles qui sont appliqués, puisque ça veut dire que à terme ça peut complètement désorganiser la société française. Hein. On parle d'un événement qui est certes sympathique, le réveillon, mais après il y a la rentrée, et donc derrière, on en parlera notamment avec le télétravail, il y a toutes les questions de reprise du travail, d'organisation dans les entreprises, et ça va poser un énorme problème. Donc derrière cette pensée pour les personnes isolées du fait de leur statut de cas contact, et je ne parle pas non plus des personnes contaminées qui elles pour le coup sont complètement isolées, je m'interrogeais sur cette validité et cet intérêt du protocole qui va devenir très très rapidement totalement ingérable, et pour les Français et en particulier pour les entreprises. Voilà. Alors, dans cet ordre d'idée-là, effectivement, on va enchaîner, si vous le voulez bien, Jérôme, Geneviève et Franck, sur donc les annonces faites hier par Olivier Véran. Mais il y en a beaucoup en ce moment qui sont faites depuis plus de 24 heures. Donc, vous le disiez, début de l'examen à l'Assemblée nationale du passage du pass sanitaire en pass vaccinal. Et Olivier Véran a été plutôt martial, avec un ton assez grave, utilisant donc des métaphores maritimes. On parle de tsunami, de raz-de-marée. Et il s'est adressé aux non-vaccinés, près de 6 millions de personnes, et en leur disant maintenant il va falloir, je cite le ministre, vous faire vacciner parce que sinon on ne va pas s'en sortir, et cette fois il y a peu de chances que vous passiez entre les gouttes. Est-ce que c'est on va dire la bonne méthode? Est-ce que ça peut convaincre encore tous ces Français qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas voulu, et sans doute qui ne voudront pas, et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'aujourd'hui on en est
réduit à ça compte tenu de l'ampleur des problématiques, et on voit aussi l'empilage des décisions qui sont prises les unes après les autres. On parlera notamment du retour du masque en extérieur, alors qu'on nous avait expliqué que forcément en extérieur on était moins susceptible de se contaminer. Voilà, j'aimerais pareil, autre annonce ce matin, les foires et les salons ne seront pas concernés par les jauges à 2000 personnes. Un concert assis dans un zénith très grand de 2000 personnes, c'est compliqué, mais foire et salon, vous allez pouvoir continuer à y aller. J'avoue que sincèrement, je n'aimerais pas être à prendre ces mesures pour essayer de comprendre et les faire passer. Qui veut commencer sur ce sujet que l'on traîne depuis 2 ans, pratiquement? Je veux bien ouvrir. Franck, Jérôme, Franck. Je vais ouvrir le bal. Je distribue la parole. Voilà. Tout d'abord, on a une problématique, si vous voulez, avec les non-vaccinés qui sont regardés par le gouvernement comme des gens qui sont des parias, là, hein. ou des gens, voilà, des parias. J'ai dit pestiférés si vous le souhaitez. Et ça, je trouve, c'est très grave parce que pour bien comprendre le problème, vous avez depuis la nuit des temps, je dis, une recommandation qui est, je dis souvent biblique ou qui est, si vous voulez, de l'ordre du spirituel, où on ne touche pas le corps. Et vous ne pouvez pas empêcher des gens qui sont des gens extrêmement responsables, extrêmement éduqués, extrêmement instruits, de ne pas vouloir se faire vacciner. Ça, c'est quand même une liberté. Et même si c'est compliqué, pour effectivement endiguer des pandémies, vous devez avoir des mots de bienveillance, des mots pour les non-vaccinés, que vous essayez de les convaincre, que vous essayez de les obliger à vacciner. Vous faites votre boulot de santé publique et le ministre fait son boulot de santé, mais vous n'employez pas des mots pareils. Et depuis, si vous voulez, le début, on voit bien que vous avez à peu près 5 ou 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés et qui, pour, à mon avis, 90% d'entre eux, ne sont pas, parce que ce sont des choix. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont pas informées. Celles-ci, il faut aller les chercher. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire. Donc, il y a beaucoup de travail, si vous voulez, des pouvoirs publics, avec les assistantes sociales, avec les infirmières, avec la CAF, avec toutes, si vous voulez, les régions, les départements, les villes qui ne sont jamais associées. Moi, je peux vous dire que là, il y a un énorme problème au niveau du gouvernement, c'est qu'on n'associe pas les collectivités territoriales, ce qui fait que des gens qui pourraient être vaccinés, on va le dire, ce sera peut-être encore 1,5 million ou 2 millions supplémentaires, mais je pense que vous aurez toujours 2 ou 3 millions de gens qui ne veulent pas être vaccinés et dont il faut respecter le choix. Et c'est ça aussi la démocratie. Moi, c'est ce que j'étais en train de dire sur les sœurs de missionnaires à la charité, c'est assez facile de dire, vous faites tous pareil. Et on est une dictature et vous n'avez pas le droit. Non, le principe d'une démocratie, c'est de veiller à ceux qui ne veulent pas vivre la majorité. Non mais, c'est essentiel. J'entends. Alors effectivement, j'entends ce que vous dites. J'essaie juste de comprendre le changement de tonalité, Geneviève, en termes de communication, ce changement de, on va dire, de degré de persuasion. On est passé de il faudrait vous vacciner à vous ne pourriez plus y échapper. Comment vous l'analysez, Geneviève? Ça donne en tout cas le sentiment, je pense pas que ce soit ça, mais ça donne le sentiment d'une forme d'affolement, peut-être justement en raison des chiffres, hein, quand même un contaminé toutes les 2 secondes dans ce pays. C'est énorme. Quand on pense à ce chiffre, c'est quand même gigantesque. Donc, à partir de là, effectivement, Olivier Véran choisit le registre désormais d'une communication extrêmement anxiogène. Je suis pas d'accord avec vous, Franck, sur le mot extrêmement responsable. Moi, je dirais pas que les gens qui ne se vaccinent pas sont extrêmement responsables. Je pense qu'ils sont globalement plutôt irresponsables. Mais ça, bon, c'est un autre... c'est un grand désaccord. C'est un grand désaccord. Mais pour moi, il y a une véritable irresponsabilité à refuser le vaccin aujourd'hui, quand on sait effectivement qu'en réanimation ne se retrouve aujourd'hui quasiment que des non-vaccinés, enfin essentiellement des non-vaccinés. C'est un peu plus complexe que ça, Geneviève. C'est un peu plus complexe que ça, mais en attendant, vous avez quand même... 70% dans les réanimations à Paris sont des non-vaccinés. Et les autres sont des vaccinés, mais avec des pathologies. Enfin bon, bref, voilà, d'autres fragilités qui les conduisent on ne remet pas en cause la vaccination. Non, c'est ça. Il y a une vaccination faite parce qu'on voit que les vaccins sont efficaces 6-8 mois. Moi, personnellement, je suis très, très satisfait des campagnes de vaccination. C'est pas le sujet. Moi, je suis insatisfait du non-respect des minorités. Mais ça, c'est un combat politique, si vous voulez, général. Quand on est une minorité, et là c'est le cas, et qu'on a décidé en âme et conscience, je parle pas des non-informés
là où on n'a pas accès à eux, j'ai bien dissocié dans mon débat deux types de populations, si vous voulez. Mais là où les gens ont décidé, et moi j'ai quand même des médecins, des amis médecins qui m'ont dit, mais surtout Franck, ne va pas te faire vacciner pour des raisons qui me paraissaient tout à fait audibles médicalement. Moi je suis vacciné 3 fois, c'est pas mon problème ici. Mais j'essaie de respecter et j'essaie de demander au gouvernement d'avoir des mots pour ceux qui ne partagent pas cette idée. Moi, ce qui me frappe dans ce changement de pied d'Olivier Véran, c'est qu'il le fait à un moment où il y a une vraie incertitude sur les effets de ce variant Omicron. En clair, et Geneviève le rappelait, il est pensé à une communication extrêmement anxiogène et cela étant, on est en train de dérouler un triptyque qui est assez classique dans ce que fait l'État, c'est conviction, j'essaie de vous convaincre que, coercition, je prends des mesures passe sanitaire et sanctions parce que finalement, si vous n'avez pas le vaccin, vous ne pourrez plus accéder maintenant à une foultitude de lieux d'activité. Donc ce triptyque-là est en train de se dérouler assez. Et d'ailleurs, au passage, on peut citer que ça amène le gouvernement à renier des propos qui avaient été tenus par les différents responsables. On a des responsables politiques du gouvernement qui ont dit le pass sanitaire, ça n'existera jamais, on ne sera jamais obligé de se faire vacciner, il n'y aura pas d'obligation vaccinale, etc. On voit bien qu'ils sont en train de revenir petit à petit sur des propos qu'ils avaient tenus et d'ailleurs qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux parce que c'est très facile aujourd'hui de compiler des prises de parole qui sont contradictoires. Ça, c'est le premier point, il y a un vrai reniement. Deuxièmement, mon étonnement, c'est sur pourquoi Olivier Véran accélère le mouvement, alors même qu'il y a de véritables incertitudes. On voit Israël qui a arrêté la 4e phase de vaccination, qui dit « attendons ». C'est peut-être le moment ou jamais pour qu'il y ait une immunité collective qui se fasse grâce aux variants. Exactement. Donc là, c'est pas dangereux manifestement. Voilà. Donc là, ça veut dire quand même contagieux, mais pas dangereux. Ceux qui ne sont pas vaccinés pourraient être contaminés, certes. Il y a des effets. Certains pourraient être effectivement amenés à aller à l'hôpital, voire en réanimation. Mais deuxième élément que je porte au débat, c'est que les Anglais disent finalement. La contamination est 2,5 fois supérieure à celle du variant alpha en janvier. Ça, c'est des Anglais qui disent ça. Et pourtant, il y a 3 à 4 fois moins de cas de personnes en réanimation. Donc, en clair, ce qu'on voit quand même, c'est que la situation est un peu plus complexe. Et moi, ce qui m'étonne et qui m'interroge beaucoup, c'est pourquoi Olivier Véran met un énorme coup d'accélérateur au moment même où il pourrait peut-être y avoir un peu plus de nuances. Et ça serait, par rapport à ce que disait Franck, la possibilité finalement de traiter différemment des personnes qui, de toute façon, sont assez enquistées, sont assez décidées dans leur manière de faire et dont je ne suis pas certain qu'elles changeront d'avis parce que le pass vaccinal va passer. Non, mais les antivax ne changeront pas d'avis. Les antivax ne changeront pas d'avis, c'est évident. Mais après, il y a un certain pourcentage de la population qui n'est pas antivax et qui apparemment serait passé à travers les mailles du filet de la vaccination. Faut la gérer. Et c'est ceux-là qu'il va chercher. Oui, mais pas leur parler comme ça. Alors, on va y revenir. Alors maintenant, effectivement, on essaye de comprendre et on sait que chez les auditeurs, certains auditeurs de Sud Radio, on n'est absolument pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Mais en attendant, dans les entreprises, il y a une réalité à partir de maintenant. Ça va être le télétravail 3 jours par semaine minimum. Il va y avoir des réalités ici également en termes de fonctionnement dans les établissements scolaires, dans les familles. Il y a des mesures qui sont prises et annoncées. On va essayer d'y revenir dans un instant sur Sud Radio. Vous ne bougez pas, on est ensemble jusqu'à midi. Et vous pouvez aussi nous appeler 0826 300 300. Votre avis est le bienvenu également sur Sud Radio. À tout de suite. Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, avec Franck Marguin, conseiller régional Île-de-France LR, et Jérôme Ripoul, directeur de l'agence Comme Influence et co-président d'Opinion Vallée. Alors avec tous les trois, on essaie de comprendre ce changement de tonalité de la part du ministre de la Santé alors que débute à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi sur l'instauration du pass vaccinal. Il y a un autre sujet que moi j'aimerais examiner avec vous également. Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup des antivax, mais la réalité aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, il va y avoir des contraintes, en tous les cas pour
les salariés qui devront être ou qui pourront être en télétravail. C'est un changement d'attitude aussi. Est-ce que vous l'analysez comme ça? Le télétravail devient une obligation et les sanctions sont plutôt contre les entreprises, particulièrement. Alors, est-ce qu'elles sont dissuasives? Ça peut aller jusqu'à 1 000 € pour non-respect par salarié, pour non-respect de ce télétravail, jusqu'à une limite de 50 000 € par entreprise. Jérôme, comment comprendre cette obligation qui est faite aux entreprises qui, somme toute, là aussi, sont responsables? Enfin, j'ai du mal à saisir cette espèce de. On n'a pas voulu, faire une loi particulière sur le télétravail. On a laissé les entreprises libres de s'organiser. Et maintenant, on leur dit attention, si vous respectez pas, c'est 1 000 €. Je pense aux PME, moi. Voilà. Oui, on est d'ailleurs. Bon, alors moi, je suis dirigeant de PME, donc je vais devoir gérer ce genre de problématique. Moi, ce qui me pose problème, c'est il y a plusieurs problèmes qui se posent. D'une part, c'est un problème d'organisation. On est quand même une entreprise, c'est du collectif, c'est de la gestion d'interaction, de collaboration entre les personnes qui sont dans l'entreprise, d'une part, et d'autre part, c'est de la gestion de relations avec les clients aussi. Donc nous, on est confronté à une problématique, c'est que on nous dit passer à minima à 3 jours de télétravail. Voilà. Donc ça veut dire à minima. Donc c'est comment on organise les équipes, comment on organise les réunions collectives, etc. Alors on a déjà fait, sauf que d'une certaine manière, moi c'est beaucoup plus déstabilisant pour nous de passer en télétravail incomplet que d'avoir une injonction de l'État qui nous dit passer complètement en télétravail. Là, c'est clair avec nos clients, on n'a pas de difficulté, on pourrait leur dire écoutez, voilà, les réunions physiques sont annulées et on passe tout en distanciel. Là, on se retrouve dans un entre-deux où finalement on nous dit attendez, gérez l'interne, ce qui est compliqué, gérer l'externe aussi, vos clients, et puis on nous laisse un petit peu à remplir des obligations qui, pour moi, posent des questions aussi sur le rôle de l'entreprise. On a l'impression que l'entreprise est devenue le bras armé de l'État dans certaines de ces mesures sanitaires ou fiscales d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse, c'est nous, c'est les entreprises qui versent la prime de 100 € sur la prime énergétique. Ce sont les entreprises qui la versent sur leurs fonds propres et qui sont remboursées par l'État. Excusez-moi, mais est-ce qu'on n'est pas en train de devenir des supplétifs de l'État? Donc moi, ça me pose un problème de gestion et d'organisation. Je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais c'est pas clair en tout cas. Et d'autre part, je pose la question plus généralement, plus philosophique, de se dire mais finalement, est-ce que les entreprises deviennent pas le bras armé de l'État qui n'arrive pas lui-même à appliquer des mesures et qu'il fait appliquer à d'autres que lui. Alors Geneviève. Là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a effectivement, je rebondis sur vous Jérôme, une forme de déconnexion quand même entre la classe politique, ceux qui nous dirigent, et le monde de l'entreprise, réellement. Pas tous. Non. Oui, mais il y a très peu de dirigeants. Franck, vous êtes un exemple, mais un rare exemple. Absolument. Mais il y a ce phénomène de déconnexion. On a beaucoup d'élus hors sol qui savent pas réellement comment fonctionne une entreprise, qui ont rarement dirigé une entreprise, qui connaissent mal le fonctionnement d'une entreprise. Et effectivement, ça conduit à ce type de mesures qui sont très très difficiles en fait, à mettre en œuvre. C'est vrai, c'est facile quand on a un télétravail généralisé comme ça a été le cas au début. Alors là, ok, le télétravail est généralisé, on sait, tout le monde le sait, les clients le savent, ils savent qu'ils n'ont plus de contact physique avec vous. Là, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Et là, encore une fois, ce que j'aimerais dire, et là, c'est effectivement l'homme politique qui parle, et vous avez raison, certains sont très hors sol, mais c'est surtout, encore une fois, et ça, c'est un grand combat de toute façon, de toute ma vie politique, c'est un combat de liberté. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien demander aux entreprises de leur recommander. Et on était d'ailleurs dans cette période sur la dernière vague, on a recommandé du télétravail en disant, faites attention, si vous pouvez faire le télétravail, eh bien, faites-le. Mais entre recommander et rendre obligatoire, on est sur deux mondes complètement différents. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les gens qui ne veulent pas être vaccinés, on n'a pas de mots, on n'a pas de bienveillance, on n'a pas de langage. Là, sur les entreprises, on est dans l'obligation. Et je trouve qu'encore une fois, on divise les Français. Et honnêtement, ce gouvernement, tout au long de cette pandémie, a divisé les Français, d'ailleurs comme pour beaucoup de choses, dans sa communication, rappelez-vous les erreurs du chef de l'État. Et je pense que les entreprises seraient capables de participer à l'effort national pour éviter que la pandémie
s'accentue. Enfin, les gestes barrières, le gel. Enfin, moi, je vois bien. Elles le font. Je dirigeais. Elles le font, oui, tout à fait. Il y a aucun problème. Et vous avez dans les ascenseurs, tout ça est réglé. Vous avez dans l'arrivée des bureaux. Ça. Et on a l'impression, encore une fois, si vous voulez, que on a une absence, ou pas une absence, j'exagère, mais une perte significative de liberté. Ça, c'est très grave. Allez, on va refermer, enfin entre guillemets, refermer ce dossier-là, mais c'est vrai qu'il y aurait tant à dire encore avec des annonces qui sont faites régulièrement, notamment pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. On en reparlera sans doute demain ou dans l'émission Les Vraies Voix ce soir pour évoquer donc les nouvelles mesures qui sont avancées. Mais toujours est-il que depuis 2 ans, on tourne autour de ce sujet, même si les auditeurs nous le reprochent, mais c'est quelque chose qui est une réalité pour beaucoup et c'est vrai aussi que ça peut provoquer des tensions vis-à-vis des élus, de l'incompréhension, des tensions, voire des violences. On va s'y intéresser dans un instant. Il y a encore eu des violences contre des élus La République En Marche du côté de la Bretagne. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce climat en vue de la campagne présidentielle qui a commencé pour les prochaines semaines? Est-ce qu'on peut encore pacifier les choses? C'est le prochain débat que l'on ouvre avec vous également sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300. Allez, à tout de suite. En compagnie de Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, spécialisée dans le conseil en stratégie de communication et relations institutionnelles. Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France, et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comme Influence, coprésident d'Opinion Vallée. Alors, on était à effectivement discuter tous ensemble de la situation autour et on va dire du changement de ton aujourd'hui, en cette fin d'année 2021, autour de la situation sanitaire, le changement de ton on va dire des responsables politiques, avec cette question aussi, est-ce que tout ça peut engendrer une forme de violence contre les élus? Plusieurs attaques encore contre des élus La République En Marche du côté des Côtes-d'Armor. On a vu aussi les différents discours qui ont été menés, les différents échanges que l'on peut avoir. Est-ce qu'on peut encore pacifier les débats? Une campagne présidentielle va s'ouvrir officiellement, j'allais dire, même si pour l'instant on est déjà un petit peu dans le match, mais il va y avoir donc une accélération du temps politique avec une situation sanitaire qui pour l'instant est assez incertaine. Est-ce qu'on peut encore pacifier les choses, revenir, ou cette forme de violence est inhérente finalement à l'époque dans laquelle on vit? Franck, vous qui êtes élu. Oui, alors moi je vais être peut-être un peu choquant sur ce plateau, mais de quelle violence parle-t-on? Vous savez que depuis que la démocratie existe, vous avez eu des mouvements révolutionnaires qui ont été très longs. D'abord, la création de notre État s'est fait quand même par le renversement de pouvoir. Donc, mettons les bons mots. Si ce sont des violences personnelles, c'est beaucoup plus embêtant que des violences verbales sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, par rapport à des insultes, ou des violences, par exemple, l'autre jour, une permanence... Des menaces de mort, ça peut être. Ça va jusqu'aux menaces de mort. Là, des menaces de mort, là, c'est condamnable par la loi. Et donc, il faut faire attention sur ce qu'on met dans violence. Il y a une vieille tradition française, une très, très vieille tradition française de contestation dans la rue. Moi, j'ai vu toute ma carrière politique des agriculteurs déverser des épandeurs de fumier sur les permanences de leurs députés. On n'a pas remis en cause... J'allais dire, c'est presque folklorique, ça. On n'a pas remis en cause la démocratie. Vous faites taguer. Moi, j'ai eu une permanence quand j'étais très engagé à Paris-Est qui a été taguée, violentée. Je défendais des opinions qui n'étaient pas acceptables par l'extrême gauche. J'ai été violenté. Bon, et ça n'a pas remis en cause la démocratie. Ce que j'essaie de dire, il ne faudrait pas que ce gouvernement, et c'est là où est mon propos, et je vous laisse la parole, nous fasse croire que c'est une violence incroyable, alors que depuis le départ, ce gouvernement attise les haines. Je rappelle les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont pour moi, on va dire, mais le pauvre Macron n'a pas eu de chance avec les Gilets jaunes. Mais c'est lui qui a créé les Gilets jaunes. Alors, bien sûr, il y a eu 20 ans d'erreurs de différents partis politiques et la coupe était pleine. Mais à force de rajouter... Mais Franck, est-ce que d'abord... une problématique de détestation du pouvoir. Avant d'essayer de comprendre les... Oui, bien sûr, mais est-ce que avant tout, il n'y a pas une forme il n'y a pas un besoin, avant toute chose, avant débat sur avec des personnes qui ne sont pas d'accord, de dire toute forme de violence est intolérable? Est-ce que ça... Bien sûr, mais ça c'est écrit dans la loi. Bien sûr, mais là mes propos ne sont pas à remettre en cause la loi. Je dis que on a quand même une loi qui est bien faite, on a des forces de police, on a des tribunaux, on a des juges. Si tout ça est entre guillemets sollicité par des gens qui sont ultra-violents, cette ultra-violence, elle a été, à mon avis,
créée, voire entretenue par un gouvernement hors sol. Je veux dire, quand vous êtes président de la République et que vous dites aux gens va travailler pour t'habiller, ou comme Hollande, descendant, enfin, quand on a un mépris aussi fort de la classe politique pour le peuple, mais le peuple se révolte. C'est ça que j'essaye de dire. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis que arrêtons de faire les vierges effarouchées en disant oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la société est en train de basculer. Non, que les politiques redeviennent respectueux de la population. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les gens qui ne sont pas vaccinés, ce que Madame disait Geneviève pour les automobilistes, qu'on devienne Pourquoi un monsieur Zemmour ou une Marine Le Pen a autant de succès à votre avis? Vous pensez que 30% de la France est raciste? Vous pensez que 30% de la France est d'extrême droite? Non. Et là, 30% de la France nous dit, à nous élus, moi je ne suis pas du tout dans cette obéissance-là et je n'y participe pas, la France nous dit on en a marre que vous ne nous écoutiez pas. Regardez comment on pollue la vie des gens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le débat d'avant. C'est un peu ça que j'essaie de vous dire sur votre nous expliquer. Je voudrais qu'on fasse circuler la parole. Geneviève, oui, sur ce sujet-là. La violence a toujours existé, ça c'est clair, c'est un postulat de base, on est d'accord, la violence politique existe depuis toujours dans ce pays et ailleurs, il y a eu des personnalités politiques assassinées, enfin bon bref, la violence a toujours existé. Ce quinquennat est hyper violent, je le trouve hyper violent, je trouve que effectivement... Emmanuel Macron est quelque part aussi responsable de ça, par une attitude assez, un manque d'empathie, un certain nombre de caractéristiques psychologiques et une certaine manière de gérer les problèmes. Mais après, on est globalement quand même dans un contexte international, mondial, d'hyperviolence générée aussi par les réseaux sociaux. Je pense que vous avez l'air de les minimiser, Franck, et de dire finalement, c'est pas grave parce que ça, c'est des mots, et les mots sur les réseaux sociaux, ça mène pas très loin. Regardez. Je n'aurais pas été dire que c'était pas grave. Je dis qu'ils sont le reflet d'une exaspération. On est d'accord. Ça n'est pas interdisant les réseaux sociaux qu'on va calmer le jeu. C'est plutôt ça mon propos. On les interdira de toute façon jamais. Je pense que personne n'a l'intention de rentrer dans ce. Non, mais c'est impossible. Donc il n'y a aucune raison de les interdire. C'est aussi un mode d'expression, de mise en commun. Oui, mais enfin bon. C'est pas impossible. On est quand même encore dans des démocraties, heureusement pour nous. Mais c'est vrai que ça contribue à cette hyperviolence. Tout le monde se croit autorisé à dire tout et n'importe quoi. Il y a une espèce de spirale aussi des commentaires, ça désinhibe, sans compter les avatars, enfin bon, le côté je me cache derrière une autre identité qui n'est pas la mienne, et je pense qu'on est rentré dans une société plus violente aussi à cause des réseaux sociaux et par les réseaux sociaux. Quand vous voyez ce qui arrive à une jeune femme comme Mila, sans les réseaux sociaux, la vie de Mila ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc je pense que effectivement, sans les remettre en cause, il faut quand même bien comprendre ce qui génère cela. Je pense aussi qu'elle n'aurait pas été exposée, Mila, comme elle l'a été, parce que les pensées sans filtre, ce qu'elle peut parfois être amenée à dire, ça suscite aussi des réactions. On est dans un peu irrationnel. Mais moi, je pense que sur ces phénomènes de violence, il y a un candidat des Républicains qui a été balayé, qui disait les élus sont à portée d'engueulade. Ils sont effectivement à portée d'engueulade et de baffe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'élus, sauf bien entendu ceux qui sont les plus isolés, de par leur fonction, de par leur statut, leur fonctionnement. Mais il y a plus d'élus qui soient à l'abri de cette montée de violence dans la société. Et j'allais dire, d'une certaine manière, c'est un peu comme le chômage à une certaine époque. Il y avait certaines classes dirigeantes qui n'étaient pas touchées. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près touché par le phénomène du chômage. Donc, que la violence touche aussi les élus, c'est pas quelque chose qui me paraît incroyable étant donné la montée de violence qu'il y a dans la société. Car ce qu'il faut dire, c'est vrai qu'on dit qu'il y a toujours eu de la violence dans la société, c'est vrai. Elle avait quand même beaucoup diminué pendant les 30 glorieuses, du fait de la croissance économique, du fait du quasi plein emploi. Aujourd'hui, les situations de précarité, j'allais dire l'incapacité aussi à avoir un discours qui puisse formuler et qui puisse aussi apporter la contradiction dans le message, fait que la violence s'est accrue, oui. Allez, je voudrais qu'on aille au standard au 0826 300 300. Vous avez la parole, parlons vrai sur Sud Radio, et depuis Rodez dans l'Aveyron, il y a François qui nous a appelé. Bonjour François, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Vous vouliez réagir sur ce sujet-là?
Oui, je pense que ce que vous abordez là, cette violence, c'est un symptôme du clivage de plus en plus grand entre l'élite politique et la population. Et je pense qu'il a été grandement ouvert avec le référendum sur la Constitution européenne, qui a été bafoué par les députés. Et ce qui se passe depuis 2 ans en plus n'est pas là pour arranger les choses avec je sais pas comment décrire ce que fait le gouvernement, mais c'est assez affolant, quoi. Pour moi, c'est assez affolant de voir ça. J'ai l'impression de vivre dans une dystopie. C'est-à-dire, pareil. C'est-à-dire des politiques qui font des annonces, puis des contre-annonces, puis des contre-annonces, comme si comme s'ils n'avaient pas de responsabilité humaine, quoi. C'est comme si ils jouaient avec ça. C'est affolant. Vous pensez sincèrement, enfin, vous pensez vraiment qu'ils ont ce, j'aurais essayé de comprendre ce que vous dites dans votre raisonnement. Vous pensez vraiment qu'ils s'amusent à jouer avec des décisions comme ça? Moi, c'est l'impression que j'ai. Mais quel est l'intérêt alors du coup? Là, il faudrait creuser. Mais par exemple, il y a quand même quelque chose il y a 2 points qui pourraient pour moi, qui sont assez forts, quoi. C'est la violence extrême qui a été faite sur les gilets jaunes. La violence policière, vous parlez. La réponse policière. Voilà. Qui a été au Moyen Âge. Ça nous ramène au Moyen Âge. Qui a été dénoncée d'ailleurs, oui, tout à fait. Oui, voilà. Bon, elle a été dénoncée, mais est-ce qu'elle a été jugée? J'en sais rien. Il y a eu des procès. Il y a eu des procès de violence policière absolument qui ont été jugés. Il y a des dizaines de personnes qui ont été éborgnées, voire les mains arrachées, tout ça. On est au Moyen-Âge, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la France, ça. C'est pas la France républicaine, démocratique. C'est autre chose. Et un deuxième point, c'est par rapport au Covid. Par exemple, il y a une violence qui est faite et dont on ne parle pas. Parce que moi, on m'a posé les questions, donc j'ai fait des recherches sur les effets secondaires. Et j'ai trouvé sur le site de la ANSM, donc ansmsanté.fr, qu'il y avait, depuis le début de la vaccination, c'était il y a 2 semaines, plus de 120 000 cas d'effets secondaires, dont 24% d'effets secondaires graves. Ce qui fait à peu près 6 sur 10 000 ou un peu plus de une chance sur 2000 de développer un effet secondaire grave. Et ça, c'est si vous comparez avec le loto, par exemple, le loto, vous avez une chance sur 2 millions de gagner le gros lot. Non, donc, parce que là, vous êtes en train de... Non, là, vous confondez les statistiques d'ensemble sur les 120 000 cas et il faut voir la population générale d'ensemble vaccinée. Mais il y a 50 millions. Si, il y a 50 millions de vaccinés. Donc, si vous avez 24% d'effets indésirables graves sur les 121 000, si vous divisez, c'est à peu près 6 sur 10 000 d'avoir un effet secondaire grave. Et d'ailleurs, c'est corroboré par le fait que dans mon environnement, je peux dire, depuis quelques mois, il y a une dizaine de cas comme ça. Dans votre environnement proche, de gens qui sont qui vont développer des maladies très très graves. Il y a eu des myocardites, des gens qui sont morts de crise cardiaque, qui ont eu des problèmes d'AVC, qui doivent prendre des traitements à vie pour fluidifier leur sang. Et ça, c'est quelque chose que et donc ça n'arrivait pas avant ça. C'est la première fois que ça arrive, une chose pareille. Et donc vous pensez qu'on est le seul pays au monde à cacher ça? C'est juste une question. Je ne sais pas. On ne le cache pas puisqu'elle c'est répertorié. Personne n'en parle. Ouais. Moi, c'est pas que personne n'en parle. Je pense que, c'est vrai que c'est un sujet qui divise aujourd'hui et moi je ne suis pas. Alors je vais être très clair. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Je vais vous dire, François, je ne sais pas. J'essaye de me renseigner. J'interviewe aussi des médecins qui ne sont pas sur les plateaux télé qu'on entend ici et là et qui vendent aussi des livres, puisque quand on va à la Fnac, on peut trouver des livres sur ce sujet-là, et donc ça veut dire qu'il y a aussi un intérêt financier de la part de tout le monde. Mais là-dessus, je regarde et j'interroge aussi des médecins de terrain et qui vous disent qu'effectivement les effets secondaires dits indésirables sont minimes par rapport à l'intérêt de la vaccination aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, certains auditeurs de Sud Radio, avec ce point de vue-là. C'est votre droit le plus absolu, mais il faut aussi entendre que on n'est pas là pour vendre quelque chose, absolument pas, et surtout pas la vaccination. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de la violence de la société. François, merci beaucoup pour la violence dans cette campagne électorale. Est-ce que cette campagne électorale qui va s'ouvrir, et on arrêtera là, parce qu'après
On va faire la pause et on va changer de sujet. Est-ce qu'elle vous inquiète, Geneviève, Franck, Jérôme, rapidement? Est-ce qu'on peut effectivement être... Elle m'inquiète par l'impossibilité d'avoir un vrai débat démocratique du fait du Covid. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète dans cette campagne. J'ai l'impression qu'on va avoir très peu de meetings, j'ai l'impression qu'on va avoir une campagne qui va se dérouler quasiment exclusivement sur les plateaux télévisés, j'ai l'impression de ça, j'ai l'impression qu'elle risque d'être phagocytée et parasitée par une seule chose, c'est-à-dire le Covid. Et dans ce cas-là, on serait privé de vrais débats démocratiques. On l'a été pendant les municipales, où on a vu quasiment... C'est vrai. Une très large reconduction des sortants. Pourquoi? Avec une abstention. À Paris, il n'y a pas eu de débat. On va parler de Paris après. À Paris, il n'y a pas eu de débat. C'est une explication de la réélection d'Anne Hidalgo. Alors, elle aurait peut-être pas été réélue s'il y avait eu un réel débat sur son bilan. Ce débat n'a pas eu lieu. Au moment des régionales, le débat était aussi... Donc, est-ce que ça va être une prime, une énorme prime aux sortants, sans débat démocratique? Moi, c'est ce qui m'inquiète. Sur la violence, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut absolument que les élus actuellement en charge du pays arrêtent leur arrogance. On n'a pas besoin d'arrogance, on n'a pas besoin d'en rajouter. Ça, c'est la demande que je fais. Les propos d'Olivier Véran hier sont absolument intolérables. Vous ne pouvez pas continuer à exciter les gens les uns contre les autres. Voilà, c'est ça mon jeu. Je n'ai pas une peur bleue, mais cette montée de violence électorale m'inquiète, mais j'ai l'impression qu'ils sont hors sol. Ça m'inquiète. Moi, je pense que pour terminer sur la violence, je pense que c'est une élection qui peut réveiller une violence latente, dont on voit apparaître des sursauts, mais qui peut donner lieu effectivement à une explosion de violence, parce que il y a des choses aujourd'hui qui sont tues. Et ce que disait François était assez significatif quand il parle de dystopie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne comprend pas la grille stratégique, la grille d'analyse du gouvernement. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'en clair, les décisions qu'on voit et qui sont prises et qui parfois changent ne sont pas comprises par les gens parce qu'ils ne savent pas finalement comment le gouvernement les prend. Et d'une certaine manière, cette histoire de conseil sanitaire, de défense sanitaire, où on ressort avec des décisions sur le télétravail, sur la vaccine, on ne sait pas ce qui préside à ces choix. Et je pense qu'il y a un déficit d'explication sur pourquoi on fait du télétravail sur 3-4 jours. Il faut expliquer les raisons, il faut expliquer quel est le cheminement qui les a amenés à ça, parce que sinon, nous, quand on ne voit que les décisions, c'est un peu la caverne de Platon, hein. On voit que la décision finale et on ne sait pas ce qui a présidé finalement à la réalité de ces décisions. Et moi, ça me pose problème. Allez, on continue le débat également avec vous sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs encore ce matin et on est ravis surtout de vous laisser la parole et vous avez le droit d'interagir sans aucun problème sur Sud Radio. On est en compagnie de Geneviève Götzinger, Franck Marguin et Jérôme Ripoul. On va s'intéresser maintenant à ce chiffre recensement de l'INSEE. Paris compte 2 165 423 habitants exactement. C'est 11 000 de moins que l'an dernier. C'est 65 000 de moins qu'il y a 6 ans. Cette érosion est-elle logique et elle devrait continuer à s'accélérer avec les conséquences de la crise sanitaire? On verra pourquoi dans un instant avec vous également au 0826 300 300. À tout de suite. Et en compagnie de Geneviève Götzinger, Franck Marguin et Jérôme Ripoul, nos débatteurs vaillants du 30 décembre 2021. On s'intéresse à Paris. Paris, selon l'INSEE, a donc perdu encore 11 000 habitants. On compte 2 165 000, un petit peu plus parisiens aujourd'hui. C'est une érosion lente et continue, puisqu'en 6 ans, je vous redonne ce chiffre, 65 000 Parisiens ont décidé de quitter la capitale. Alors, tout le monde n'est pas parisien, je suis parmi nos auditeurs, mais moi, on voulait s'intéresser à ce phénomène, cette érosion lente. Est-ce qu'elle est logique pour une des villes les plus chères au monde? Est-ce que c'est logique compte tenu de ce que l'on peut dire et lire sur la qualité de vie à Paris? Est-ce que c'est le résultat d'une politique particulière ou simplement c'est une logique inexorable de familles qui décident tout simplement d'avoir une qualité de vie, d'avoir plus d'espace, etc., etc. Comment on peut l'analyser? Alors je ne sais pas quel est le plus parisien de nos 3 débatteurs du jour. Geneviève. Ouais, moi je suis très parisienne. Née à Paris, très parisienne à fond. Très parisienne à fond, mais en même temps, c'est vrai que Paris devient une ville où la qualité de la vie, parce que
J'irai pas jusqu'à invivable, mais certains le disent. Mon mari me dit que ça devient invivable, effectivement. Donc, il faudrait pas que ça devienne un problème, d'ailleurs. Paris devient une ville de plus en plus compliquée à vivre. On y circule de plus en plus difficilement. On peut plus se déplacer, on peut plus se garer. Les prix sont très chers, comme vous le dites. Donc, effectivement, les familles quittent Paris. Paris est une ville aujourd'hui pour les très riches, qui n'ont pas de problème pour y vivre, ou pour des milieux très défavorisés envers lesquels il y a une vraie politique de construction de logements sociaux attractifs avec des loyers très bas. Mais pour les classes moyennes, c'est plus possible. Bon, en plus, la qualité de la vie, je vous le disais, est de plus en plus compliquée. C'est une ville qui se dégrade aussi sur un plan, je dirais simplement esthétique, de sa beauté, avec des choix qui sont faits, qui sont juste catastrophiques, des choix de mobilier urbain qui sont moches, une volonté qui me semble presque délibérée de l'enlaidir. Ça semble bizarre à dire, mais c'est quand même malheureusement une réalité. Après, donc c'est logique que les gens s'en aillent et quittent Paris pour des raisons à la fois financières et puis des raisons de qualité de vie. Après, si vous avez regardé l'étude, il y a un arrondissement dans lequel c'est pas vrai, qui est le 9e arrondissement. Donc je voudrais quand même dire que quand vous avez des élus, comme en l'occurrence Delphine Burkli, qui est une maire assez exceptionnelle, d'un engagement absolu envers ces populations, qui arrive à mener une politique pour les enfants, pour les écoliers, pour faire revenir des familles, pour rendre la qualité de la vie agréable dans le 9e, et ben ça fonctionne. Et dans le 9e, vous avez 1% de plus d'habitants, contrairement au reste de Paris. Donc voilà, le volontarisme, ça peut marcher, et je lui dresse un coup de chapeau. Ouais, moi j'avais Jérôme. Alors moi je précise une chose, moi je vis à Paris la moitié de la semaine et je vis en province à Perpignan la moitié de l'autre moitié de la semaine. Donc je connais bien les deux. J'avais envie de répondre que c'était au départ une bonne nouvelle pour la province et une mauvaise nouvelle pour Paris. Et au final, je vais vous dire que c'est une bonne nouvelle pour la province et une bonne nouvelle pour Paris. Bonne nouvelle pour la province, pourquoi? Parce que voir des cadres parisiens, des CSP+, qui vont en province, qui amènent leur dynamisme, leur façon de voir, leur entrepreneuriat, etc., dans les territoires, c'est une bonne chose. On peut que s'en féliciter. Et puis, ça rend un petit peu cette logique de centralisation, qui est vraiment assez pesante en France et qui nous pénalise aujourd'hui, je pense, dans une mondialisation où les territoires sont plus puissants. Donc c'est bien d'avoir des territoires plus puissants. Finalement, c'est une bonne nouvelle pour Paris. Pourquoi? Parce que ça met sur la table des débats qui n'ont pas été posés pendant notamment la campagne municipale de 2020. C'est-à-dire qu'en clair, on va avoir de vrais sujets sur c'est quoi Paris, qu'est-ce qu'on veut lui donner comme objectif, comme stratégie, quelle est sa place dans la France, quelle est sa place dans l'Île-de-France. Et aujourd'hui, je crois que c'est des questions qui n'ont pas été posées. La grille d'analyse d'Anne Hidalgo, c'est j'applique des mesures, je prends des objectifs, je vois jamais les effets. S'il y a des effets négatifs, je les dénie. Je suis dans la négation totale et en fait j'ai pas de stratégie. Il y a un fait établi, c'est qu'aujourd'hui Anne Hidalgo n'a pas de stratégie pour Paris et elle est incapable de dire ce qu'elle veut faire de Paris. Et aujourd'hui ça se voit, il y a des décisions doctrinaires, idéologiques, mais il n'y a pas du tout de stratégie, il n'y a pas de plan pour Paris. Alors, Franck, moi, je vais intervenir avec 4 minutes. Délectation parce que vous n'avez pas. Mais quand vous m'avez présenté, en fait, je suis conseiller de Paris, donc je suis élu de Paris, oui. d'opposition, donc républicain. Alors moi, je veux dire plusieurs choses. Tout d'abord, moi, je trouve que c'est très mal. Je comprends ce que dit Jérôme, mais vous savez, quand quelqu'un est très malade, on dit ah ben oui, ça permet effectivement de faire avancer la médecine. Enfin bon, c'est un peu dommage, si vous voulez, d'attendre que Paris soit très malade pour le réparer. Mais moi, je vais vous le dire avec beaucoup de calme. Il y a une incompétence, il y a une grande incompétence. Alors je ne parle pas de Madame Hidalgo, une femme tout à fait intelligente, mais dans les arrondissements, les élus qui ont été élus, parce que vous savez que ça marche par une cascade, si vous voulez, de représentants, il y a énormément d'incompétence. Ils ont des doxas. Nous avons par exemple, si vous voulez, des doxas autour du sapin de Noël. Alors on nous met des espèces de croisillons en bois. Et c'est pas important. Est-ce que c'est ça qui fait partir les habitants? L'agressivité, mais bien sûr, Madame Christine, bien sûr. Moi, je suis parisien, je vis au Paris. Vous savez ce qu'on a comme sentiment? On a le sentiment d'agression. Nous sommes des agressés. Nous avons le stress. Aujourd'hui, si vous voulez, le vrai combat de Paris, et ça je suis d'accord avec Jérôme, ce serait quoi la vision? C'est redonner à Paris son attractivité. En fait, nous sommes incapables aujourd'hui d'être attractifs. Nous sommes
dans le déplaisir, dans l'interdiction, dans l'abandon. Regardez le mobilier urbain, regardez la propreté, regardez leurs bacs à fleurs. Enfin, les bacs à fleurs, c'est un scandale. Dans toutes les villes de province, les bacs à fleurs sont en pleine terre. Là, on met des bacs à fleurs, ils payent mal les gens qui les arrosent, donc ils sont tout secs, ils sont pleins de mégots. Si vous voulez, vous pensez que c'est pas important, mais moi, je vais vous dire. Si, c'est très important. Au quotidien, moi, mes enfants, par exemple, il n'y a plus un qui veut vivre dans Paris. Et c'est pas un problème de moyens, Nico. C'est vrai, c'est simplement que la ville est agressive. Et quand je vous parle d'incompétence, là, ils ont des déclarations. Regardez ce qui s'est passé pour la rue de Rivoli. Vous avez 4 voies cyclables. 4 voies cyclables, c'est 2 x 2, et une petite voie dans laquelle vous avez les riverains, les ambulances, les artisans, les bus, les taxis. Et vous avez vu toutes ces photos depuis le début décembre? Vous avez une voie. Ça, c'est de la doxa. On ne peut plus supporter la doxa. Franck, je conseille. Rapidement, parce qu'on arrive. Je conseille la rue d'Amsterdam. Et vous vous retrouvez devant 300 interdits. On peut savoir l'impression d'agressivité. Les gens se sentent agressés. Alors, puis après, vous avez la vraie agression, la colline du Crac, la porte de la Chèvre. Je parlais même pas de ça, parce que ça, c'est encore un autre problème. Mais le quotidien, votre quotidien à Paris, ils sont tous entre eux, parce que moi je les connais bien, si vous voulez, ils sont tous entre eux. Quand on leur dit ça au conseil, moi j'ai porté un vœu à David Béliard sur la rue de Rivoli, il m'a dit que j'étais un conservateur complètement ringard, parce que je voulais faire revenir la voiture. Je voulais pas faire revenir la voiture, je voulais partager entre les riverains, les artisans, les bus, les taxis et les vélos. Et c'est sans parler, Franck, de la dette de la ville de Paris, qui a monté dans des proportions énormes. On va pas refaire les comptes de la ville de Paris. Il y a honnêtement beaucoup d'incompétence, ce qui fait que les gens en ont marre et s'en vont. Vous voyez, des jeunes s'en vont et favorisent. Alors, c'est la façade ouest qui est privilégiée par les Parisiens qui quittent, et sans doute que ce phénomène va continuer. On n'a pas eu le temps de parler de cette météo printanière en plein mois de décembre, mais on y reviendra évidemment sur Sud Radio. Merci beaucoup Geneviève Götzinger, Franck Marguin et Jérôme Ripoul d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer un très beau réveillon. Bonne fin d'année à vous trois et à vous également, chers auditeurs. À bientôt. Juste après l'info et le journal de midi, c'est l'ami pour Benjamin Glaise qui va intervenir et qui sera là pour vous accompagner dans Sud Radio dans tous ses états. Allez, je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit, à demain.